de bien vouloir excuser le retard important qui est le nôtre. Malheureusement, malgré l'urgence climatique, nous étions moins pressés de terminer cette séance inaugurale et devant le nombre d'intervenants, nous avons pris près de 30 Ouais, minutes ouais, de ouais. Sur retard. lesquels Donc je remercie, l'ensemble aussi des interprètes qui assurent, la traduction depuis les cabines, d'avoir bien voulu patienter et espère, que tout cela n'a pas chamboulé trop, les emplois du temps des uns et des autres. Alors sans trop tarder justement pour essayer de pallier ce retard important, 2 mots d'introduction sur cet, atelier, qui est consacré, comme vous le savez, aux multinationales. Alors les économistes ont inventé un langage très savant pour nous parler des multinationales. Ils disent qu'elles produisent des externalités négatives en matière sociale ou environnementale. Alors derrière ce vocable particulièrement pompeux se cache en fait l'ensemble des drames écologiques, sociaux que produisent les multinationales dans leurs actions à l'étranger, et un peu partout dans le monde, évidemment dans notre territoire aussi. Ça arrive, côté français puisque nous sommes, enfin je suis moi issu, de la CGT de France. Donc nous allons essayer de nous intéresser justement aux thématiques croisées sociales et environnementales dans le cadre de cette mise sous surveillance, des multinationales, qui est un petit peu, le propos de nos travaux, et qui s'inscrivent dans ce forum, international des transitions écologiques et sociales. Pour nous parler de ce sujet important, nous avons une série, de panélistes, qui, sont issus de tous les fuseaux horaires. Donc nous aurons, dans l'ordre de passage que je vais appeler au fur et à mesure, des interventions, notre camarade Gautam Modi de NTUI, New Trade Union Initiative d'Inde, qui nous parlera des outils juridiques, dont on dispose pour agir contre les multinationales. Nous aurons Nick Allen de SEIU, un syndicat américain, nord-américain, et qui nous parlera de l'expérience de lutte dans le cadre de McDo. Nous aurons Ivan Milich qui nous parlera depuis la Russie. Il est issu de la Confédération du travail de Russie, des difficultés d'implantation dans les multinationales quand on est syndicaliste en Russie. Nous aurons Oumar Sow Gueye de la CSA du Sénégal qui nous parlera de l'action syndicale dans une multinationale suédoise, en l'occurrence un centre d'appel où il travaille. Stéphane Enjalran de l'Union syndicale solidaire qui nous parlera de l'action syndicale dans le cadre d'Amazon. Herbert Claros de la CSP Conlutas du Brésil, qui nous parlera des convergences entre lutte syndicale et lutte indigène en Amazonie. Et enfin, Marielle Bencheboun du Global Labour Institute pour nous parler de l'action des ONG contre le groupe Bolloré en Afrique. Et pour avoir un point de vue global, nous terminerons cette table ronde avec Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et actuellement, alors il nous en dira un peu plus sans doute, membre du conseil d'administration du Bureau international du travail et qui nous parlera de voilà, est-ce que les multinationales sont un sujet de droit pour les normes internationales du travail, comment est-ce qu'on peut agir en s'appuyant éventuellement sur elles et globalement comment les employeurs prennent cette question des normes au sérieux ou non, voilà, et au croisement des luttes sociales et environnementales. Alors, la question de l'action des multinationales sur les questions environnementales, elle se pose dès l'origine, si je puis dire, de l'entreprise multinationale. Les économistes, là aussi, sont assez disserts sur où situer, quand situer cette origine des multinationales. Certains la font remonter, par exemple, au commerce triangulaire des esclaves. On voit dès ces premiers balbutiements d'entreprises, si on peut les appeler comme ça, c'est abject d'employer ce terme-là, multinationales qui organisent ce commerce triangulaire de l'esclavagisme à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Elles ont des interactions, évidemment, aussi sur l'environnement, des hommes, bien sûr, et naturels. Et puis, jusque plus récemment, alors la catastrophe qui a le plus mis en lumière le poids des multinationales dans les atteintes à l'environnement est sans doute Bhopal, il y a maintenant près de 30 ans, hein, c'était en 1984, 20 000 personnes ont payé de leur vie les infractions multiples que Union Carbide, qui était la multinationale impliquée dans cette catastrophe environnementale, voilà, c'était une mise en lumière très particulière. Donc pour nous en parler justement, c'était en Inde. Je vais passer la parole sans plus tarder à Gautam Modi, s'il est bien connecté. Gautam, alors je ne vois pas sur mon retour écran si Gautam est connecté. С нами ли Готам? Je ne le vois pas, mais comme nous avons, je vois par contre Nick Allen qui est bien connecté, je te vois Nick Ника à Аллена я l'écran. вижу. Du Ник coup, Аллен sans, уже sans с trop нами. tarder, Ну, et я en думаю, espérant что que мы Gautam puisse тогда... nous rejoindre un peu plus tard, je te passe la parole, Nick,
sur la thématique comment agir syndicalement dans une multinationale telle que McDo. Je coupe mon micro et t'ouvre le tien sans tarder. Merci Pierre. Je crois qu'il y a un petit problème avec l'interprétation parce que je vois dans le chat plusieurs participants anglophones qui cherchent leur interprète. Donc, je signale au passage pour les gens qui sont sur le technique. Moi, je vais intervenir en français, par contre, juste pour rendre la vie plus simple, peut-être. D'abord, je veux saluer Bernard et Pierre. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir, même si c'est malheureusement par Zoom. Et puis, saluer tout le monde. C'est un honneur, évidemment, d'être avec vous. Sorry, we're going to ask like 2 minutes to try to solve the problem of interpretation. On va demander 2 minutes pour essayer de résoudre le problème d'interprétation. Je te propose, Nick, de commencer et de passer ensuite la parole, je le précise, à Gautam, qui semble-t-il nous a rejoint depuis et qui, du coup, enchaînera tout de suite sur l'expérience en Inde. Je te cède la parole, Nick. Vas-y. D'accord, merci. Je plonge dans le sujet donc et je vais essayer de rattraper un peu de temps en étant bref. Franchement, j'ai beaucoup envie d'écouter les autres panélistes et je dois quitter malheureusement la réunion dans 1 heure environ. Donc, mais j'ai beaucoup d'appétit à entendre les autres, donc je vais faire très court. Donc moi, je représente un syndicat nord-américain. Depuis près d'1 décennie, on s'acharne à tenter de syndiquer le fast-food aux États-Unis, une grosse industrie de la restauration rapide, qui est un désert syndical actuellement. McDonald's est le plus grand acteur du secteur aux États-Unis et dans le monde. Vous connaissez sans doute la marque. Ils sont présents dans 144 pays. C'est un peu une multinationale par excellence, un symbole d'une certaine hégémonie d'une forme de capitalisme mondialisé. Donc ça, c'est McDo. C'est un énorme employeur dans le monde, le 3e plus grand du secteur privé dans le monde. Donc, une entreprise par toutes les mesures très importante. Et nous avons la conviction que si le mouvement syndical mondial parvenait à modifier la conduite de cette multinationale, que ça aurait un énorme impact sur non seulement les salariés de McDo dans beaucoup de pays, mais aussi sur la société au large, puisque c'est une entreprise extrêmement influente. Donc voilà, depuis 2013, mon syndicat s'acharne à construire une alliance mondiale de syndicats pour affronter cette multinationale. On le fait dans le cadre de notre fédération syndicale mondiale, l'UITA, l'Union internationale des travailleurs de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est la fédération syndicale sectorielle dans laquelle on travaille très bien. Et donc, on construit cette alliance syndicale en faisant des liens en bilatéral et avec la fédération un peu partout dans le monde. Et je dirais qu'il y a des syndicats dans une 15aine de pays qui sont très actifs dans ce réseau. Et dans beaucoup d'autres, le syndicalisme est très faible dans la restauration rapide. Ce n'est pas un secteur, malheureusement, dans beaucoup de pays qui est bien organisé. Mais dans une 15aine, voire une 20aine de pays, on arrive à faire des actions en commun, des vraies coopérations, et on met en lien des salariés au travers des frontières. Et c'est très puissant et c'est merveilleux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais le constat principal que je vais faire ce matin, enfin, le matin pour moi en tout cas, c'est que les outils qui sont à notre disposition pour responsabiliser cette multinationale, qui est franchement une multinationale antisyndicale, qui fait plein de choses mauvaises en termes de la fiscalité, qui a tendance à vraiment aller jusqu'à la limite de la loi dans chaque pays où ils sont pour maximiser leurs profits et abuser de plein de choses. Cette multinationale, en fait, on a assez peu d'outils, au final, qui sont efficaces pour y faire face. Alors, on tente de créer un rapport de force syndicale et on est sur ce chemin-là et on continue. Mais c'est insuffisant, visiblement, parce que ça fait 8 ans qu'on essaie de le faire et on n'arrive toujours pas à dialoguer, quelque dialogue que ce soit, avec la multinationale à l'échelle internationale. Impossible.
Ils font la sourde oreille. Alors ensuite, on ouvre d'autres fronts. On essaye de les responsabiliser sur le front fiscal, par exemple, à Bruxelles, en Europe, où ils ont dérobé des centaines de millions d'euros aux contribuables européens. Alors on monte une campagne là-bas, très efficace, avec des grosses coalitions, non seulement avec des syndicats, mais avec des ONG et même des plaintes gouvernementales, etc. On arrive à faire beaucoup de bruit, on arrive à peut-être même les embarrasser un petit peu, on arrive à les susciter à faire plus de lobbying, mais on n'arrive toujours pas à les convaincre de changer leur comportement complètement. Pareil un peu dans le secteur environnemental, puisqu'on va parler beaucoup de l'environnement aujourd'hui, je pense. McDo, même s'ils font beaucoup de greenwashing, ils sont quand même à l'origine de beaucoup de production de viande dans le monde et d'autres choses qui sont extrêmement nocives pour l'environnement. Et on tente aussi de les responsabiliser sur ce front-là. Encore une fois, ça reste insuffisant pour les convaincre de changer leur comportement. Donc, encore beaucoup de travail à faire. Et puis, finalement, on fait des coalitions avec des ONG dans plein de pays sur d'autres sujets, par exemple le harcèlement sexuel. Por ejemplo, sobre el acoso sexual. Es un tema muy importante para los trabajadores y trabajadoras de McDonald's, jóvenes, mujeres, que viven abusos por parte de la dirección. Aquí estamos Excuse-moi, intentando Nick, luchar sobre excuse-moi. este tema. En fait, il semblerait qu'il y ait eu un switch dans les canaux de traduction. Maintenant, nous avons l'espagnol, mais à la place du FLOR. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème de cabine? L'espagnol est maintenant bien là, mais il a pris le canal du FLOR, donc je pense qu'il faut qu'il se switch en fait sur sa cabine espagnole. Ou là, on continue à t'écouter en espagnol. Est-ce qu'on peut refaire un essai? Vas-y, Nick. Ok, donc voilà, est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant dans la C'est bon. langue que vous voulez? D'accord, super. Donc voilà, sur le harcèlement sexuel, juste pour finir rapidement, c'est un sujet extrêmement d'actualité qui a beaucoup résonné dans beaucoup de pays, avec des travailleurs très courageux et très courageuses qui ont su témoigner de ce truc. Mais encore une fois, ce qu'il faut constater, et je ne veux pas être décourageant ou négatif, mais ça fait 9 ans qu'on bosse sur ce dossier de façon extrêmement agressive à l'échelle internationale, et on n'a toujours pas réussi vraiment à créer un socle de dialogue avec l'entreprise, où que ce soit. Alors, c'est peut-être un cas très difficile, McDo, parce qu'au final, il n'y a pas le rapport de force nécessaire aujourd'hui pour créer ce dialogue international et pour responsabiliser l'entreprise. Ce n'est pas le cas avec toutes les multinationales, comme vous le savez. Il y en a où on a réussi quelque part, à travers les fédérations syndicales mondiales, à créer un certain rapport de force pour avoir un dialogue. Par exemple, l'UITA a réussi, avec des entreprises comme Unilever ou même Danone, à créer des relations, disons, plus ou moins civilisées avec certaines multinationales, où tous les problèmes ne sont pas résolus, mais au moins on peut dialoguer et tenter de résoudre des problèmes à l'échelle mondiale. Donc, je sais que c'est possible, et il y a d'autres exemples. On sait aussi que certaines fédérations mondiales syndicales ont parfois conclu des accords avec des multinationales qui sont tout à fait insatisfaisantes, qui ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés, qui sont que des citations de principes sans action concrète derrière. Et ça, il faut, je pense, à tout prix qu'on évite ces exercices-là. Mais voilà, pour résumer, je dirais que l'action sur McDo nous a enseigné que les outils qui sont à notre disposition, que ce soit dans le mouvement syndical, que ce soit à l'échelle des gouvernements, que ce soit même à l'échelle des institutions internationales, sont franchement insuffisantes pour responsabiliser une entreprise comme ça. On l'a vu là, on est en plein dans le milieu du gué d'une plainte OCDE. Vous savez, l'OCDE a des lignes de conduite pour les multinationales. Donc, les 26 pays de l'OCDE sont d'accord, il faut que les multinationales se conduisent d'une façon responsable. Si vous êtes
s'il y a un problème, vous pouvez faire une plainte à votre gouvernement ou au gouvernement là où il y a un problème. Et ben, on est au milieu du gué dans un truc comme ça, et ça dure des années. Et pour l'instant, on n'a pas le droit d'en parler. D'ailleurs, c'est confidentiel, le processus interne. Donc, vous voyez déjà, les règles du jeu ne sont pas géniales pour des syndicalistes. Et là, en fait, tout ça, ça se fait à base de volontariat. Finalement, si l'entreprise n'est pas d'accord pour discuter, eh ben, elle ne discutera pas et puis il n'y aura pas vraiment de conséquences. Donc voilà, je résume tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la responsabilisation des multinationales, rien que du point de vue syndical, et je ne parle même pas de l'environnement et des autres sujets, qui sont évidemment liés de toute façon. En conclusion, je dirais que ce genre de discussion et ce genre de rencontre va être un ingrédient fondamental pour continuer à construire ces rapports de force qui nous manquent et qui sont tellement nécessaires à la construction d'une société mondiale plus juste et plus humaine. Donc, je vais conclure là-dessus et j'ai beaucoup hâte d'entendre les autres panélistes et d'engager dans la discussion. Donc, encore une fois, Bernard et Pierre, merci à la CGT pour avoir organisé cette réunion. Alors, ce n'est pas que la CGT d'ailleurs qui a l'initiative de cette réunion, tout comme de ce forum syndical international des transitions, hein. C'est toute une coalition avec le GLI, l'Alter Summit, le TUED, etc. Donc, je tiens à les remercier ici de leur participation aussi. Et effectivement, le but est d'entendre le maximum de témoignages, d'expériences. Alors, je vais sans tarder passer la parole à Gautam Modi. Nick nous a éclairé sur l'expérience concernant McDo. Avec Gautam, une coalition d'organisations syndicales françaises et d'ONG, il y a quelques années, avait essayé d'interroger la responsabilité d'une autre multinationale dans un autre secteur que l'alimentaire. Il s'agissait d'une multinationale française du pneu, de fabrication de pneumatiques, qui implantait une usine dans le Tamil Nadu, cet état du sud de l'Inde, au mépris des règles sociales et environnementales, avec à la clé la destruction d'une forêt dont 80 000 personnes tiraient les ressources pour leur vie quotidienne. Donc, cette lutte croisait directement les questions sociales et environnementales. Gautam, est-ce que tu es connecté? Je ne vois pas ton écran. Est-ce que Gautam est bien connecté? On m'avait pourtant indiqué que c'était bien le suivant. Si Gautam… Oui. Alors, on m'indique que Gautam n'arrive pas à se connecter. Dans ce cas, je vais de nouveau surseoir à son intervention et proposer à Ivan Milich, est-ce que tu es connecté? Est-ce que nous avons dorénavant une traduction active sur le russe? Gautam est connecté. Alors, je vois Ivan. Ah. Добрый день, Иван. Я надеюсь, что у нас работает интерпретация из русского. Да, работает. Все работает. Вы проверили, Oui, да? il y a bien Хорошо. l'interprétation Тогда я vers le russe et à вам дам partir du слово. russe. Simplement, je voudrais dire deux mots avant pour te présenter Ivan. Ivan est président de l'Union interprofessionnelle Novoprof, en fait, des syndicats de Russie qui sont eux-mêmes affiliés à la Confédération du travail de Russie. Et Novoprof, en fait, réunit les syndicats de l'agroalimentaire dans le pays et ainsi que les syndicats du tabac. Hein. Tu corrigeras si je me trompe, Ivan. Et la KTR est un allié de longue date, notamment de la CGT, dans un certain nombre de luttes, et vous avez organisé un certain nombre de sections syndicales dans des multinationales de l'agroalimentaire, et tu vas nous parler de ce sujet. Je vois entre-temps que Gautam a pu se connecter. Je laisse la parole cependant à Ivan, Gautam, et tout de suite après, ce sera à toi. Hein. Désolé. À toi, Ivan. Да, спасибо. Да, Новопроф объединяет… Eh bien, merci beaucoup. En effet, nous unions les travailleurs dans les services de l'agroalimentaire et on m'a demandé de vous dire quelques mots sur les
difficultés qu'il y a à s'organiser pour faire face à des multinationales. On ne m'a pas donné beaucoup de temps pour cette présentation, donc je serai bref. Organiser les travailleurs dans les multinationales en Russie, en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué, aussi difficile que de travailler avec les compagnies nationales. La seule différence, c'est que les multinationales, Nestlé, Coca-Cola ou d'autres, font toujours semblant de suivre la loi, d'être des compagnies décentes et d'être de bonnes sociétés où travailler. Donc, en théorie, c'est peut-être vrai puisque ces multinationales suivent des règles, certes, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'enfreignent pas le droit, mais peut-être moins que des sociétés russes. Néanmoins, si l'on se penche sur les salaires pour les salariés, eh bien, ces salaires ne sont guère plus élevés que dans d'autres sociétés nationales. Et en fait, le taux de la rémunération reste à un niveau assez faible, très faible. Il s'agit d'environ, pour les travailleurs peu qualifiés, d'environ 300 €, l'équivalent de 300 €. De plus, les multinationales, comme toutes les autres sociétés, utilisent différents systèmes de sous-traitance, de délocalisation pour créer des obstacles à la création de syndicats indépendants en Russie. Et bien sûr, si un syndicat est créé, si ce syndicat commence à organiser les travailleurs, les multinationales ne sont pas agressives de façon ouverte, mais emploient d'autres moyens. Et nous le voyons tous. De plus, se pose un autre problème. Même dans les lieux où les syndicats sont actifs et peuvent fonctionner, le revenu des travailleurs est faible. Et la principale bataille des syndicats porte sur deux fronts. Tout d'abord, les salaires, le niveau des salaires qui est faible, et d'autre part, la liberté de s'organiser et la liberté de créer son propre syndicat, car lorsqu'il y a un syndicat, les employeurs essaient de l'écraser. Alors, avant tout, nous devons créer notre propre organisation. En dépit de cette situation, les syndicats indépendants augmentent en nombre, notamment dans le secteur des services et dans le secteur de la distribution et également dans le secteur de l'agroalimentaire. Néanmoins, cette croissance syndicale n'est pas suffisante pour faire face aux multinationales et pour discuter avec ces multinationales au niveau international. Nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide de la Confédération du travail en Russie. Je parle de questions graves comme les questions de l'environnement. Ce sont des questions très importantes. Nous en sommes conscients et nous devons faire en sorte que le comportement des multinationales change en Russie dans tous les secteurs, notamment dans le secteur agroalimentaire, car les sociétés qui produisent des boissons utilisent de l'eau, du sel, etc. Et c'est une des difficultés. Nous avons le nombre des syndicats et leurs membres. Deuxième type de problème, les salaires très faibles des travailleurs. La lutte principale porte sur l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail. Mais aujourd'hui,
il n'y a pas eu suffisamment de progrès pour aborder d'autres questions qui sont peut-être d'un accès moins facile pour les salariés parce qu'on comprend facilement ce qui entre dans sa poche à la fin du mois, mais des questions plus complexes comme l'environnement sont plus difficiles peut-être à appréhender. Je crois que j'ai été assez concis, que j'ai respecté le temps qui m'était imparti et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Ivan. Et effectivement, ça me permet de préciser que notre table ronde, contrairement à la séance inaugurale qui a eu lieu tout à l'heure, donnera la possibilité aux personnes qui nous écoutent de poser des questions tant via le chat que de façon orale. Et donc, du coup, restez bien connectés avec nous. Après la série d'interventions qui donne des éclairages sur différentes régions du monde, en la matière, il y aura possibilité d'interagir, ce qui est un peu le but de notre forum. Troisième intervenant donc dans cette table ronde, Gautam. Gautam, je vois que tu es maintenant connecté. Comme j'ai déjà fait le petit laïus de présentation de notre travail commun avec l'Inde et avec NTA UI, je te propose de tout de suite dérouler ton intervention. Greetings from India. Bonjour et salutations de l'NTI et de l'Inde. Bonjour à la CGT, à d'autres, et merci à la CGT de nous avoir réunis pour parler d'un certain nombre de questions écologiques notamment, et reconnaître que la crise climatique exige non seulement une transition écologique, mais une transition qui doit se tenir de manière juste dans tous nos pays, dans tous nos continents et entre le Sud et le Nord. C'est comme cela que nous le comprenons. C'est une distinction importante, dirais-je, mais c'est un point commun qui nous réunit tous ici présents à cette réunion. Les multinationales cherchent de nouveaux marchés, déplacent leur production lorsqu'elles en ont besoin, et nous savons tous que les multinationales constituent la source première des gaz à effet de serre un peu partout dans le monde. Les investissements américains en Inde entre 2011 et 2016, 5 ans donc, ont accru leurs émissions de 50%. Et les scientifiques ont calculé que ces 5 dernières années, les émissions américaines en Inde ont été multipliées par 2. En Asie du Sud-Est, on suggère que ce chiffre est en fait encore plus élevé. La question dont nous sommes tous saisis, c'est comment veiller à ce que les fonds mondiaux maintiennent des normes communes dans tous les pays, au nord, au sud, et là où se trouvent les maisons mères de ces multinationales aussi, partout. On connaît le problème de Bhopal, l'échelle d'un accident humanitaire et d'une catastrophe écologique. 35 ans plus tard, 35 ans après cet accident, dans bon nombre de pays du monde, on n'a toujours pas été capable de réguler ce que font les multinationales. Nous savons que le pacte commun de l'ONU n'est pas contraignant. On sait que la législation concernant le devoir de diligence de l'Union européenne est censée être contraignant, mais qu'au bout du compte, ce sont toujours les fonds privés qui dominent la situation. On sait qu'il y a des sanctions qui sont imposées par le biais d'accords commerciaux, parfois injustes,
et qui portent préjudice aux travailleurs dans des pays comme l'Inde. Pour nous, dans les syndicats, il faut commencer par travailler avec les syndicats un peu partout dans le monde, en particulier là où se trouvent les maisons mères, dans les pays d'origine de ces multinationales. La plus grande partie des dégâts environnementaux commence avec l'absence de normes en matière de santé et de sécurité au travail pour les travailleurs eux-mêmes. Si l'on examine les causes des accidents du travail, des brûlures, par exemple, des émissions et de toutes les sources de dégradation environnementale, en fait, tout part de l'absence de mesures pour protéger la santé et la sécurité sur le lieu de travail. C'est là que tout commence. Donc, les normes, c'est le point de départ. C'est là, c'est par là qu'il faut commencer. Bien sûr, nous savons qu'il y a des émissions qui sont déversées sur les territoires. On utilise surtout des matériaux d'origine fossile, donc des énergies qui ne sont pas renouvelables, qui entraînent aussi une pollution des nappes phréatiques, et tous ces problèmes se font sentir dans l'ensemble de la société. À notre avis, le mouvement syndical ne peut pas survivre en dehors d'un cadre démocratique. Nous sommes une créature, un enfant de la démocratie, et nous sommes aussi ceux qui protègent la démocratie et les droits démocratiques. Exiger des responsabilités des sociétés, les obliger à rendre des comptes au peuple, au pays, à la classe ouvrière un peu partout dans le monde, c'est notre tâche collective d'une certaine manière. Et oui, il y a la question de la responsabilisation financière aussi. La responsabilité financière ne s'arrête pas au paiement de simples impôts sur les sociétés. Il y a un accord auquel on est arrivé dans les Cornouailles ce week-end dernier sur ce qui semblerait être un plus petit dénominateur commun en matière d'impôt sur les sociétés, mais on ne comprend pas en fait que l'actif principal des sociétés, c'est leur force de travail. L'imposition, c'est une question de coût, une question de transfert aussi. Et nous savons que les multinationales représentent 80% des transferts financiers entre elles dans le monde. C'est de là qu'elles tirent leurs bénéfices. Et si on veut que ces sociétés rendent des comptes, les syndicats, ensemble, ont un rôle à jouer et ils doivent examiner de très près les transferts entre multinationales ou maisons mères et succursales. C'est là que notre pouvoir réside. Nous avons commencé à travailler sur cette question il y a cela 5 ans. On a travaillé à une convention pour essayer de réglementer la chaîne d'approvisionnement mondiale. On n'est pas encore arrivé à notre objectif, mais on a déjà fait un premier pas sur cette voie et c'est là que nous pourrons engranger les plus grands succès. C'est là qu'on pourra améliorer la vie des travailleurs, les rendre plus sûrs, mais on pourra ainsi rendre la vie des personnes de façon générale plus agréable et plus juste dans toutes nos démocraties. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gautam, pour faire ce lien important entre les questions d'environnement, les questions de lutte contre les multinationales et les questions de démocratie. L'Inde est sévèrement touché sur ce dernier sujet avec les dérives que l'on connaît du gouvernement Modi. Et tout comme il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, il n'y aura pas non plus de démocratie sur une planète morte, c'est une évidence. Alors pour illustrer la question des multinationales et de leur action sur la prédation des ressources qu'elles peuvent opérer, je vais porter maintenant le focus sur l'Afrique avec Oumar.
Oumar Sow Gueye de la CSA du Sénégal. Alors, Oumar travaille dans une multinationale qui est en fait un centre d'appel suédois qui est implanté dans plusieurs pays, et notamment des pays d'Europe, en Moldavie, je crois, en Estonie également. Alors, il n'est pas directement sur le front d'une multinationale qui produit des interactions fortes sur l'environnement, mais l'Afrique, lui, son continent, est fortement exposé, évidemment, à la fois avec la prédation qui s'opère sur les matières premières, et puis sur l'agroalimentaire. On connaît, par exemple, dans les plantations d'huile de palme, la situation catastrophique que génère l'action de certaines multinationales, dont des multinationales françaises. On en parlera d'ailleurs un peu plus loin dans cette table ronde. Oumar, je te passe la parole sur ta vie de syndicaliste dans cette multinationale suédoise. Si tu veux bien, pendant 5 à 6 minutes, nous dresser le tableau. Voilà, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, j'espère. Voilà, c'est un honneur de prendre part à ce forum. Oumar, est-ce que tu arrives à te connecter? Allô, oui, je suis en ligne. Ah oui, pardon, c'est moi qui suis Votre caméra, pourrez-vous brancher votre caméra? Voilà. Bon, c'était un peu... L'image n'était pas tellement nette, donc c'est pourquoi vous me voyez maintenant. Voilà, donc pour dire que vraiment c'est un honneur de prendre part à ce forum. Comme l'a dit Pierre, je suis téléconseiller dans une multinationale suédoise, Samres AB. La maison mère se trouve en Suède. Donc, l'entreprise a été créée depuis 1993. Donc, elle a des implantations en Estonie et en Moldavie. Donc, le siège, l'entreprise au Sénégal a été créée en 2012. Depuis 2012, on est là-bas. Donc, j'ai eu la chance quand même de faire partie de la première promotion. Donc, je vais parler de l'action syndicale au niveau de la multinationale. Et je vais juste en profiter pour faire l'état des lieux au niveau de mon entreprise. Et le tableau n'est pas tellement reluisant, vraiment. Donc, ce qu'on constate en réalité, c'est que le plus souvent, quand ces entreprises multinationales s'installent dans des pays comme le nôtre, il y a ce soi-disant mission bienfaitrice et apporteur de lumière pour justifier en quelque sorte l'exploitation dont les travailleurs sont victimes. Donc, c'est en quelque sorte un néocolonialisme déguisé. Donc, comme l'a dit les autres camarades, hein, les conditions de travail sont améliorées. Donc, les conditions de travail ne sont pas tellement ça. Parce que le plus souvent, quand on a de la visite, des collègues qui nous viennent en Suède, dès qu'ils viennent au Sénégal, à Dakar, et qu'ils constatent les conditions dans lesquelles nous sommes. Et ce qui est marrant, c'est que le plus souvent, les collègues, ils pensent qu'ils sont au paradis. Mais quand ces autres viennent et qu'ils constatent les conditions et le décalage, ben, c'est un constat qui est là en tout cas. Côté syndical, il y a un refus notoire de la présence syndicale. Ça, c'est un fait qui est là. Donc, moi qui vous parle depuis 2013, on se bat ici au niveau du pays, ne serait-ce que pour avoir un récépissé. Et comme on le sait bien, les syndicats sont soumis au régime déclaratif. Et c'est des conventions que le pays a signées à l'international, à ratifier. Mais le plus souvent, c'est l'application qui pose problème. Bon, ça aussi, c'est un fait. Il y a aussi la diabolisation et une discrimination de fait à l'endroit des leaders syndicaux. Moi qui vous parle et d'autres collègues, on a du mal à avancer au niveau de l'entreprise parce qu'on taxe de rebelles, on nous taxe d'endoctrineurs, voilà, on nous dit que nous sommes des fauteurs de troubles et tout ça parce qu'en fait, on a quand même le courage de taper sur la table quand ça ne va pas. Et ça n'arrange pas tout le monde. Et ce qui est décevant, c'est que le plus souvent, la Suède est considérée comme un pays vraiment qui respecte les droits humains. Mais ici, ils se comportent comme des dictateurs en réalité. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, comme j'ai dit, il y a cette dictature-là déguisée et une complexité avec certains agents de l'État qui sont censés exercer un contrôle sur leurs activités.
Donc, il y a aussi une conception erronée du pluralisme et de la négociation collective. C'est-à-dire, dès lors que tu veux négocier, ils pensent que c'est un facteur de désordre et de perturbation de la cohésion sociale en interne. Donc, ça aussi, c'est à déplorer. Comme je dis, il n'y a pas de démocratie. Ils viennent, ils imposent leurs lois. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est désolant. Ensuite aussi, on peut citer l'instrumentalisation et la personnalisation de certains textes en ce qui nous concerne. Ils utilisent notre règlement intérieur comme un code pénal en réalité. Voilà, pour sanctionner sévèrement tout travailleur considéré comme un lanceur d'alerte ou éveilleur de conscience. Donc ça aussi, c'est à déplorer. Donc, je pense que je vais passer sur l'état des lieux côté État. Voilà, pour en finir. Donc, en ce qui est de la responsabilité de l'État, comme je l'ai dit tantôt, il y a le non-respect des conventions ratifiées à l'international, notamment celles relatives aux libertés syndicales, convention C87 et C98, le code du travail et autres textes réglementaires archaïques qui ne prennent pas en compte l'activité des centres d'appel. Ça aussi, c'est à déplorer. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on peut faire au niveau national avec les autorités, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous organiser pour que notre secteur soit pris en compte. Il y a aussi une certaine protection et une couverture que bénéficient des entreprises multinationales du fait de la précarité de l'emploi et une absence de bonne politique de l'emploi des jeunes. Donc ça aussi, ça pousse les États à baisser le regard sur certaines pratiques qui ne sont pas vraiment à saluer. En dernier point, je peux citer une corruption qui est là, qu'exercent ces entreprises multinationales à l'endroit de certains agents de l'État et contrôleurs qui sont vraiment chargés de veiller à l'application des textes réglementaires en vigueur. Donc, le tableau est là, comme je l'ai dit, malheureusement, le tableau n'est pas reluisant, mais c'est la triste réalité des pratiques en cours. Cependant, nous espérons un plaidoyer fort de la part des institutions internationales vis-à-vis des États qui ne respectent pas les libertés et droits de l'homme en général et ceux des travailleurs en particulier. Donc, je pense que j'en ai fini avec l'exposé. Et je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de prendre part à ce forum et vous faire l'état des lieux de l'action syndicale ici au Sénégal au niveau des centres d'appel en général. Merci beaucoup. Merci, Oumar. Je profite d'ailleurs de cette transition pour vous inviter les unes et les autres à réagir dans le chat. N'hésitez pas déjà à poster des questions ou à poster des interventions ou à demander la parole. Nous vous la donnerons juste après cette série d'interventions depuis la tribune virtuelle en quelque sorte. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane Engelrand de l'Union syndicale solidaire pour nous parler d'une des dernières venues parmi ces multinationales. On entend beaucoup parler, Amazon en l'occurrence. Oumar nous disait à l'instant que parfois les multinationales insistaient sur leur côté vertueux dans les pays où elles s'implantent en partant du postulat auto-affirmé, si je puis dire, que le travail dans leur cadre vaut toujours mieux que le travail dégradé qui se déroulerait dans un cadre extérieur à elles. En fait, on sait très bien que tout ça est faux. Oumar nous l'illustrait merveilleusement à l'instant. Et surtout, les multinationales produisent aussi des conditions extrêmement dégradées de travail dans les pays de la vieille Europe en particulier, où les droits sociaux sont censés être supérieurs au reste du monde. Alors, pour nous illustrer cette question, Stéphane, je te cède la parole sur le cas d'Amazon. Stéphane. Oui, bonjour. En fait, ce n'est pas Stéphane, mais moi, Sylvain, qui intervient en place de Stéphane. Je suis Caméra, s'il vous plaît. Solidaire. Oui, c'est vrai que si tu peux brancher ta caméra, ça facilite le travail des interprètes. Désolé, par contre, je n'ai pas du tout de caméra, par contre. Donc, on fera sans, alors. Ouais. Alors, concernant Amazon, bon, au niveau de la multinationale, on a pu observer que, surtout depuis un an maintenant, avec la situation de la pandémie et la situation spécifique également de ces travailleuses et travailleurs des entrepôts
qui ont été considérés comme étant, entre guillemets, essentiels au niveau du fonctionnement de l'économie et des services. Hein. Voilà, tout le monde a pu voir que tout ce qui était économie de l'Internet, dont notamment tout ce qui est site de commercial en ligne, l'activité avait complètement explosé. Et depuis un an maintenant, on a pu observer que ce soit au niveau d'Amazon en Europe, aux États-Unis et ailleurs, de véritables mouvements qui se sont déroulés, que ce soit des débrayages, des mouvements de grève, ainsi que tout un tas de revendications collectives de la part des travailleuses et des travailleurs en matière de protection vis-à-vis de la pandémie, en matière également de conditions de travail, à savoir notamment un étalement ou en tout cas une baisse concernant comment dire, le rythme de travail dans les entrepôts qui est extrêmement soutenu et qui, en tout état de cause, crée beaucoup d'accidents de travail et abîme également les corps. Il faut savoir que l'objectif d'Amazon, c'est quasiment, par exemple, moi je suis parisien, j'envoie une commande et grâce notamment, en particulier, l'ouverture récente d'un énorme entrepôt à Brétigny, tout près de Paris, l'objectif est quasiment que je sois livré dans la journée. Donc, avec des objectifs comme ça, où quasiment on est presque livré en instantané, on peut se rendre compte du rythme extrêmement élevé en termes de tout ce qui est rapidité et autres, qui existe dans les entrepôts. Les salariés étant incités à produire et produire le plus vite possible parce que la clientèle, bien sûr, n'attend pas. D'ailleurs, c'est comme ça que Amazon, d'ailleurs, a supplanté, entre autres, ses concurrents, notamment en imposant de véritables, des délais qui sont quasi presque impossibles à tenir pour plein d'autres concurrents. Ça, c'est au niveau donc de ce qui a pu se passer dans les entrepôts. Alors récemment, en tout cas, pour ce qui est de l'année 2021, fin d'année 2020 et 2021, il y a eu tout un mouvement de débrayage et de grève en novembre dernier en lien avec le Black Friday, avec une campagne internationale intitulée Make Amazon Pay, qui a eu un petit retentissement, avec donc des débrayages et des grèves donc, en Allemagne, en Pologne, en Italie, et également aussi des mouvements dans des succursales d'Amazon ou en tout cas dans tout le secteur de la logistique, notamment au Bangladesh, où tout un tas de travailleuses et de travailleurs du secteur de la logistique dans le sous-continent indien ont également présenté leurs revendications. Alors, il faut savoir aussi que ces revendications touchent aussi les salaires. Alors, particularité d'Amazon, afin de contourner toute discussion syndicale, en fait, les augmentations de salaire sont en fait annoncées du siège international de Seattle, ou en tout cas souvent pour ce qui est de l'Europe, du siège européen de Luxembourg, où voilà, cette année, par exemple pour 2021, il a été décidé d'une mesure totalement unilatérale de la part du groupe, avec voilà, une augmentation de quelques pourcents qui s'est vue s'appliquer d'une manière globale dans les entrepôts en Europe, avec aussi une prime Covid qui a été appliquée à la fin de l'année,
mais où on a pu observer, par exemple, que les travailleurs de l'ouest de l'Europe, notamment la France, l'Allemagne, il leur était attribué 300 €. Et quand on a regardé au niveau de cette prime Covid, de ce qui se passait, par exemple, à l'est de l'Europe, Pologne et Slovaquie, ben, les Polonais, par exemple, eux, leur prime, elle correspondait à seulement 114 €, par exemple, alors qu'au niveau de l'Europe de l'Ouest, c'était 300 €. Et donc, il y a eu plusieurs débrayages entre Noël et le jour de l'an, notamment dans les entrepôts de Pologne, avec des revendications, des débrayages pour obtenir voilà, une égalité en tout cas salariale, quels que soient les pays et quelles que soient les frontières. En termes, pour ce qui est en tout cas en termes aussi d'écologie et d'environnement, bien sûr, Amazon représente plutôt une catastrophe, hein. Là, pour ce qui est de l'entreprise, on peut dire qu'elle est présente à la fois sur Terre avec toute une flotte de camions et notamment de sous-traitants aussi, une flotte de camions et de livraison qui est exponentielle et qui, on peut dire, de jour en jour, voilà, s'étend. Également aussi toute une flotte navale et aussi tout un service aérien, Amazon ayant créé, en tout cas pour ce qui est des États-Unis, un véritable hub aérien, voilà, de la même manière quasiment que FedEx dans le sud des États-Unis, au Texas. Ce qui fait que, oui, Amazon a des objectifs vraiment de livraison partout. Et voilà. Et en termes d'environnement, il y a des revendications également internes à la multinationale, avec notamment la constitution d'un collectif qui s'appelle Amazon Employees for Climate Justice, qui sont principalement des salariés, travailleuses et travailleurs, ingénieurs du siège, ou en tout cas des sièges administratifs et technologiques aux États-Unis et en Europe, qui se coordonnent afin de militer et de revendiquer un lien entre une justice environnementale et sociale au sein d'Amazon. Bon, et c'est là où on a pu voir, par exemple, pour ce qui est des États-Unis d'Amérique, que les principales porte-paroles, par exemple, d'Amazon Employees for Climate Justice ont été au final licenciés par la direction d'Amazon États-Unis, qui a considéré que la liberté de parole de la part de ces salariés activistes était outrancière et dépassait voilà, ce qui était acceptable pour cette direction d'Amazon, qui en effet n'aime pas du tout qu'en interne, les salariés expriment leur désaccord quant à sa politique sociale et également environnementale. Voilà ce qu'on pourrait dire au niveau d'Amazon, en sachant que oui, je vais terminer en présentant un peu les connexions qui existent au niveau des connexions d'information et d'action pour ce qui est des travailleuses et travailleurs au sein des entrepôts. Alors, au niveau de l'Europe et des États-Unis, il y a donc un collectif transnational qui s'appelle Amazon Workers International, qui a été lancé en mars 2020 et qui aujourd'hui existe totalement avec une page web, des communiqués et autres. Et Amazon Workers International regroupe en fait à la base des travailleuses et des travailleurs des entrepôts d'Europe, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France et de Slovaquie, et également aussi des travailleuses et des travailleurs des États-Unis, notamment Chicago par exemple, avec donc ce réseau
de travailleuses et travailleurs d'Amazon qui existe aux États-Unis, qui s'appelle Amazonians United et qui existe dans pas mal d'entrepôts maintenant à travers le pays. En parallèle aussi, mais ça c'est plus au niveau des syndicats importants et au niveau de Uniglobal, il existe aussi un important réseau de travailleuses et travailleurs d'Amazon par le biais des centrales syndicales qui existent donc au niveau de Uniglobal Union. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que depuis ces derniers mois, que les réseaux, que ce soit Amazon Workers International et même Uniglobal Union, les réseaux communiquent entre eux, en tout cas, malgré leurs différences, comment dire, et appréciations en termes de syndicalisme, syndicalisation, militantisme et connexion. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est nouveau, c'est que à travers la planète, en tout cas, on a pu voir les travailleuses et les travailleurs d'Amazon intensifier leur communication entre elles et entre eux et intensifier en tout cas la façon dont elles et ils diffusent leurs revendications. Non, c'est ça. Ça n'a pas changé. Merci. Sylvain, tu as fini? Oui. Oui, ok. Oui, effectivement, et c'est un petit peu l'objectif de ce forum, de cette semaine de réunions que nous avons, partager l'information, partager les expériences pour mieux construire les réponses et les luttes, notamment en ce qui nous concerne sur cette table ronde, celles qui sont tournées vers l'action des multinationales. Alors pour nous en parler encore, mais en déplaçant encore une fois la focale vers un autre continent, Herbert Claros de la CSP Conlutas du Brésil, qui va nous parler de l'action contre les multinationales en Amazonie. Action against multinationals in Amazonia. Herbert, est-ce que tu es connecté? Si, voilà Herbert. Si, me voilà. Bonjour à tous. Herbert, vas-y. En tout cas, bonjour de mon continent, peut-être bonsoir pour vous. Je m'appelle Herbert Claros, je suis métallurgiste dans une entreprise d'avions du Brésil, Embraer, et je suis responsable des relations internationales de la centrale syndicale populaire du Brésil. Lorsque je dis populaire, eh bien, c'est parce qu'au sein de notre organisation, nous avons également des organisations sociales sans toit, par exemple. Donc, nous avons une organisation qui allie le syndicalisme et les mouvements sociaux. C'est donc une union des syndicats et des mouvements sociaux. C'est une nouvelle étape au Brésil. Nous faisons partie également du réseau international de solidarité et lutte avec notre collègue de Solidaire qui vient de prendre la parole. Cette question du lien entre le mouvement syndical avec le mouvement de la protection de la région Amazone et des autochtones est très importante pour tout le syndicalisme brésilien, mais également mondial. Le réchauffement climatique et la déforestation ont pour conséquence une catastrophe écologique avec l'extinction de certaines espèces et l'apparition de nouvelles maladies comme le coronavirus qui s'inscrit dans le cadre de cette situation de la dégradation de l'environnement naturel. La science ne sait pas encore d'où vient ce virus corona, mais par contre, nous pouvons dire que l'apparition de ce virus découle de l'agression de la nature. Si nous ne progressons pas dans la lutte pour défendre l'environnement, nous menacerons de plus en plus l'avenir de la vie sur la planète. C'est évident pour nous au Brésil. Et malheureusement, ce n'est pas aussi évident pour beaucoup d'autres syndicalistes ailleurs dans le monde. Le syndicalisme brésilien
avec le mouvement social, avec le mouvement indigène, a appris comment défendre l'environnement. Car cette question est donc très importante pour le syndicalisme brésilien. Nous avons beaucoup appris avec le mouvement de la forêt, les syndicats ruraux, le mouvement des sans-terre dans cette région de l'Amazonie. La déforestation et le brûlis, les incendies en Brésil, sont liés à la question de la propriété de la terre. Les gouvernements récents ont encouragé un modèle économique qui repose sur l'exportation de biens. L'expansion de l'agro-industrie avec les multinationales dans la région de l'Amazone ne vise qu'à satisfaire les besoins des grosses entreprises et contribue à la déforestation de zones importantes, ce qui provoque le déplacement de la communauté locale et l'augmentation des conflits pour la terre. Le président Bolsonaro est allé encore plus loin dans ce processus d'agression de la nature en promouvant des lois. Bolsonaro est ami des propriétaires terriens, du bois, des entreprises, des multinationales de l'agro-industrie au Brésil. Dans la région de l'Amazone, nous voyons une réduction de l'impact de la déforestation où les indigènes ou les paysans. Le taux d'incendie, d'invasion de terre, de conflits de terre en Amazonie est lié tout particulièrement depuis 2009 à cet relâchement des inspections de la part du gouvernement fédéral par Bolsonaro, ce qui a mis en danger la vie des habitants de la forêt, des peuples traditionnels. La déforestation a connu une augmentation de 30% en 2020, donc la déforestation de l'Amazonie. Cela a été le niveau le plus important atteint au cours des 10 dernières années. Le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, fait l'objet d'une enquête par la justice brésilienne car il a relâché ces entreprises d'inspection et il a même favorisé un ami personnel qui a fait de l'exportation illégale de bois vers les États-Unis, alors que lui était censé être le responsable de la défense de la nature au Brésil. C'est le ministre de l'Environnement, mais en fait, il a agi de façon tout à fait opposée. Protéger l'Amazonie, c'est également protéger les autochtones, les petits paysans. Les conflits dans la région sont très vifs. En 2019, on a noté 1250 conflits entre les propriétaires de l'agro-industrie, les entreprises minières et les petits producteurs ruraux, avec plus d'1 million de personnes, donc 84% des personnes qui représentent 84% des personnes assassinées, tout cela du fait de la question de la terre et de la forêt en Amazonie. Ce sont des chiffres impressionnants, rien que pour 2019. Sur une année simplement au Brésil, le gouvernement de Bolsonaro ne protège que les entreprises de l'agro-industrie, ne protège pas les villages. La région de l'Amazonie, c'est la région où le nombre le plus important de syndicalistes meurt. C'est dans cette région de l'Amazone, des militants sociaux, des écologistes. Dans cette région du Brésil, la lutte pour défendre la nature
et s'accompagne de violences, d'assassinats du fait des gros propriétaires, et cela à cause du manque de justice. Et cette situation a été renforcée avec la pandémie et le gouvernement a profité de la situation pour relâcher encore davantage l'inspection. Le mouvement syndical et social lutte pour la réforme agraire, pour la démocratie, pour des conditions décentes et la régularisation des propriétés afin que des hommes et des femmes puissent avoir un droit garanti à la terre tout en protégeant l'environnement dans une région qui est très importante pour le monde entier. Notre centrale syndicale représente des organisations populaires dans les zones rurales et nous avons adopté une résolution au Congrès national pour défendre l'environnement et les villages. C'est une lutte au quotidien pour défendre l'environnement pour tous les syndicats aux quatre coins du monde. Nous pensons que chaque jour, il est de plus en plus nécessaire pour lutter contre le capitalisme. Je vous remercie et merci de cette invitation. Alors, beaucoup d'intervenants ont précisé la nécessité de construire les interventions et l'action en direction et contre les multinationales en situation de coalition. Alors, pour nous parler de ce sujet avec, j'ai cru comprendre, un exemple concret sur le continent africain, je vais donner la parole maintenant à Marielle Bencheboun du Global Labour Institute de son département parisien, en quelque sorte, en tout cas français. Marielle, je te donne la parole sur ce sujet. Oui, merci beaucoup Pierre. Alors, je vais essayer d'être brève, puisque de toute façon, ce que je vais dire rebondit sur plusieurs des interventions précédentes. Ce dont je vais parler aujourd'hui est un peu différent de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, puisqu'il s'agit de syndicats de riverains qui rassemblent des communautés locales affectées par les agro-industries du groupe Bolloré et de son opaque holding luxembourgeoise Socfin. Donc, très, très rapidement, le groupe Bolloré-Socfin, c'est un peu plus de 190 000 hectares de palmiers à huile et d'EVA. L'EVA, c'est l'arbre qui permet de faire du caoutchouc au Cameroun, Libéria, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Indonésie, Cambodge, etc. Les conséquences de ces 190 000 hectares de palmiers à huile, c'est des accaparements de terres continus, notamment sur la base d'accords avec les autorités locales, de la destruction de villages, de lieux sacrés, de plantations familiales. C'est de la déforestation, je n'insisterai pas là-dessus. Herbert a suffisamment insisté sur les conséquences dramatiques qu'elle entraîne et de la pollution des rivières et des nappes phréatiques qui entourent ces plantations. Avec une écrasante majorité de travailleurs journaliers et l'absence de syndicats de travailleurs dans ces plantations, ces espaces gigantesques constituent globalement une zone de non-droit social et environnemental, et c'est un petit peu pour lutter contre ces désastres environnementaux en œuvre que depuis 2010 maintenant, on appuie le développement de syndicats de riverains, dont certains d'ailleurs sont également des travailleurs journaliers dans les plantations, dans différents pays. Alors, notamment dans le développement local de ces syndicats de riverains, mais aussi dans leur coordination à l'échelle de l'entreprise. Et c'est sur ça que je voulais insister, puisque pour nous, c'est un des leviers clés justement pour lutter contre les abus environnementaux de ces entreprises, c'est de penser une organisation à l'échelle de ces entreprises, donc à l'échelle transnationale. Et là, du point de vue de ces riverains, cette alliance internationale des riverains des plantations de Socfin-Bolloré a été créée en 2013, réunissant donc des paysans riverains de 5 pays, donc le Cameroun, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Cambodge. Et donc, ils ont organisé une première action transnationale le jour de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Bolloré à Paris, où à la même heure,
il y avait au moment de cette assemblée générale 300 Camerounais qui étaient devant le siège de Bolloré à Douala, 150 Sierra-Léonais et 80 Ivoiriens qui bloquaient la route d'accès à la plantation dans leur pays, 200 Cambodgiens qui organisaient un sit-in devant l'entrée de la plantation. Et un peu moins d'un an après cette journée, le groupe Bolloré recevait, suite à ça, les représentants des paysans riverains de ces plantations. Donc, vous imaginez bien qu'il n'a pas suffi de ça pour avoir satisfaction de l'ensemble des revendications au vu des pratiques des multinationales qu'on entend depuis le début de cette table ronde. Mais malgré tout, il y a eu des premiers engagements et surtout, c'est par là que ça commence. On a entendu tout à l'heure plusieurs interventions à propos de la criminalisation des syndicalistes. Et du coup, cet espace de négociation avec la maison mère située à Paris est une première forme déjà de reconnaissance des organisations syndicales de paysans riverains. Au-delà de ça, évidemment, suite aux engagements insuffisants, il y a plusieurs autres leviers qui ont été activés en parallèle des actions locales et internationales de perturbation de l'activité qui étaient régulièrement organisées. Pour citer quelques-uns de ces leviers qui pourraient être imaginés sur beaucoup de campagnes contre des multinationales, notamment celles qu'on a entendues jusqu'à maintenant, il y a l'interpellation des clients. Donc, nous, notamment, les deux principaux clients que nous sommes allés voir étaient Nestlé pour l'achat d'huile de palme et Michelin pour l'achat de caoutchouc, avec une demande auprès de ces clients de conditionner la poursuite d'achat de matières premières à des pratiques sociales et environnementales plus justes. L'interpellation aussi de la Banque mondiale qui devait accorder un prêt au groupe Socfin pour pouvoir obtenir des agrandissements. La production aussi de rapports accablants sur la base de données collectées par les syndicats locaux, donc à la fois sur les questions tu citais tout à l'heure, Pierre, les fameuses externalités négatives sur le plan environnemental, mais aussi sur les conditions de travail au sein de ces plantations. Je peux citer aussi comme levier qui ont pu être activés la production de recommandations aussi basées sur le modèle de l'agroécologie pour avoir une production durable d'huile de palme et d'EVA. Et ou enfin la mise d'une large coalition d'alliés entre ONG, syndicats qui a permis et qui permet encore aujourd'hui d'interpeller les sociétés mères là où elles ont leur siège, comme le disait Gautam tout à l'heure. Il disait un des leviers un peu clés, c'est d'aller là où elles sont implantées. Nous, en l'occurrence, là, sur le groupe Bolloré, c'est en France, enfin en Europe, puisque la Socfin, c'est au Luxembourg. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir aussi exercer des moyens de pression, non seulement là où sont produits les matières premières, donc là, en l'occurrence, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est, mais également là où sont les sociétés mères. Donc, depuis 2010, ça a permis aux paysans en mobilité d'obtenir la reconnaissance d'une partie de leurs droits et des améliorations concrètes aussi de leurs conditions de vie, comme le paiement de cultures détruites, comme la reconnaissance de plusieurs centaines d'hectares de terres communautaires au Cambodge, par exemple. Mais au-delà des victoires concrètes, une avancée importante de notre point de vue avec le recul de ces 10 ans de campagne réside dans la visibilité en fait, des abus de cette multi. Et rapport de force entre ce groupe tentaculaire et les communautés locales affectées par ces activités. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'en 2015, la Banque mondiale annule le prêt en études au groupe Socfin, vraisemblablement, on ne pourra jamais le vérifier, mais vraisemblablement à cause des conflits avec les communautés locales qui ont été rendues visibles par cette campagne. Et en décembre 2016, le groupe prend une série d'engagements à travers une politique de gestion responsable et un plan d'action concret qui est suivi par des experts indépendants.
Au-delà de ça, on a aussi le verdict de procès qui avait été intenté par le groupe Bolloré contre des journalistes ou des ONG dont on fait partie, qui est venu renforcer la légitimité et la visibilité du combat, puisque le groupe Bolloré a même été condamné pour poursuite abusive en 2019, il y a 2 ans. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais en tout cas, ces engagements restent suffisants, le processus unilatéral insatisfaisant, mais malgré tout, on voit que en s'organisant à l'échelle de l'adversaire et donc en essayant de se coordonner entre syndicats des différentes filiales de la multinationale visée, à produire un rapport de force qui permet de contraindre l'entreprise et en tout cas de la pousser à nous recevoir, à nous reconnaître, à négocier. Et aujourd'hui, les organisations locales, elles continuent de se battre pour défendre leurs droits et notamment de se coordonner et d'agir en solidarité en cas de répression, puisque ça a été la pression syndicale importante. Et on a même là des communautés présentes dans d'autres pays comme le Nigeria ou le Ghana qui ont rejoint récemment cette alliance transnationale des syndicats de riverains. Donc voilà, pour lutter contre les… Peut-être ce que je pourrais dire avant de laisser la parole, c'est pour lutter contre les atteintes environnementales qui sont liées aux activités de ces firmes multinationales. Pour nous, la clé, c'est l'organisation collective des premiers concernés, donc que ce soit travailleurs ou riverains, mais à l'échelle de l'entreprise pour avoir une vraie capacité de perturbation du fonctionnement de l'entreprise partout où elle est implantée. Mais du coup, au-delà, il est aussi important de penser différents leviers qui vont venir contraindre l'entreprise, comme ceux que j'ai cités précédemment, et faciliter les liens ONG-syndicats qui permettent d'apporter toute cette diversité de leviers qui poussent l'entreprise à reconnaître petit à petit les syndicats qui l'interpellent et à ouvrir des espaces de négociation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marielle. Merci. Alors, dernier témoin appelé à la barre de notre mise en examen des multinationales aujourd'hui, Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et pendant 7 ans, membre du conseil d'administration du BIT dans le Collège des travailleurs. Alors, est-ce que l'OIT, est-ce que le droit international du travail peut être une ressource sur cette question de la mise en examen de la responsabilité des multinationales au service des luttes que nous avons entendues et qui sont nombreuses sur tous les continents? Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à parler du droit, de la question du droit dans cette problématique. Et quelque part, l'ensemble des amis qui ont apporté leur témoignage d'un certain point de vue le posent lorsque Nick Allen nous parle de McDonald's, des luttes organisées vis-à-vis de McDo. Il dit en même temps, il s'en aperçoit, les outils à notre disposition sont insuffisants. Et on le voit sur d'autres témoignages. Donc, effectivement, se pose la question du droit. Ce n'est pas une question nouvelle, hein, elle est même très ancienne. L'Organisation internationale du travail, qui produit donc des normes du travail, ce qui est censé être une réglementation du travail, dès sa naissance, s'est vu poser la problématique de savoir qui allait être responsable de la bonne application de ce droit international du travail. Et ce qu'il a emporté à l'époque, en 1919, hein, donc ce n'est pas hier, il y a plus de 100 ans. Non, les entreprises, ce ne sont pas elles qui sont responsables de l'application du droit en matière sociale au plan mondial. Il y a là d'ailleurs un paradoxe, et c'est sur ce paradoxe sans doute qu'il faut de plus en plus insister. Nous assistons à une globalisation, une mondialisation de plus en plus répandue. Je donne juste quelques chiffres pour que chacun ait un peu à l'esprit le panorama lorsqu'on parle des multinationales. Au niveau de l'OIT, on retient à peu près le chiffre de 80 000 entreprises que l'on peut qualifier de multinationales. Alors naturellement, dès lors que l'on déplace un petit peu le curseur du périmètre d'activité, du nombre de pays, ça pourra varier de quelques dizaines de milliers, mais enfin, peu importe, ça donne une dimension de ce qu'elle représente sur les centaines de millions d'entreprises qui existent dans le monde, 80 000 multinationales. Une des caractéristiques de ces multinationales, on a évoqué les flux financiers qu'elles pouvaient générer dans leur activité,
c'est en termes d'emploi. Ce qui est intéressant de relever, c'est que directement, elles emploient à peu près 250 millions de travailleurs, 80 000 entreprises, 250 millions de travailleurs, mais en fait, leur influence va bien au-delà, puisqu'on considère aujourd'hui qu'un emploi sur 5, à peu près, dépend de la stratégie de ces 80 000 multinationales. Autrement dit, vous pouvez très bien travailler dans une petite entreprise, voire même un petit commerce. Votre activité est dépendante du choix stratégique d'une de ces 80 000 multinationales, dans un cas sur 5. Et les projections nous amènent à considérer que d'ici quelques années, c'est un emploi sur 4 qui dépendra des activités des multinationales. C'est dire leur poids de plus en plus omniprésent dans la marche de l'économie mondiale, et qui dit réfléchir à la manière de produire autrement, différemment, aussi bien d'un point de vue social que pour répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, ne peut ignorer la problématique des multinationales. C'est comme si on parle de la finance et qu'on ignore la place qu'occupée par les banques, les institutions financières. Ça n'a pas grand sens. Or, aujourd'hui, c'est quand même un peu ce qui se passe, et c'est ce qui est toujours revendiqué par les employeurs. À l'OIT, comme beaucoup de nos invités sans doute le savent, mais je l'évoque pour ceux qui l'ignorent, il y a 3 composantes: les représentants des États, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Et lorsqu'on pose cette problématique des multinationales, ça fait des années qu'on la pose, il y a quelques textes qui sont plus des textes d'intention, de recommandation, mais en rien des textes de contrainte. Et lorsqu'on pousse le bouchon pour dire « mais il n'y a pas de raison, il faut que les multinationales aient une responsabilité dans le respect du droit social, mais aussi du droit environnemental », les employeurs nous rétorquent que nous, dans les textes, ce ne sont pas nous qui sommes responsables de l'application du droit, ce sont les États. Et, c'est savoureux, nous respectons la souveraineté des États. Les mêmes acteurs qui demandent la levée des barrières, des frontières pour faire des affaires, sont ceux, lorsque l'on pose la question du droit social, les premiers à revendiquer le respect de la souveraineté des États. On voit que c'est un peu le pile je gagne et face tu perds. Dans tous les cas, les entreprises ne seraient pas responsables. Alors ceci dit, ça ne marche pas totalement, et je pense que plus nous avançons et plus il y a d'acteurs, même plus largement de travailleurs, de citoyens, qui voient bien que pour changer les mécaniques de l'économie mondiale, la manière de produire, la nature des productions, il faut bien s'intéresser à la manière dont les multinationales fonctionnent et assument leurs responsabilités à l'égard de leur réseau de sous-traitants. On appelle ça les chaînes de valeur dans les discussions au plan international. Je rappellerai une autre catastrophe, celle du Rana Plaza, il y a quelques années, dans la branche du textile, où là aussi les donneurs d'ordre ne voulaient pas être comptables de la manière dont les ouvrières au Bangladesh fabriquaient les t-shirts, fabriquaient les shorts qui étaient vendus par de grandes enseignes commerciales qui sont de vraies multinationales et qui se désintéressaient, voire même certaines disant « mais nous ignorions que nos produits étaient fabriqués dans telles conditions sociales ». Ça ne passe plus, tout simplement parce que l'opinion publique n'accepterait plus, ou en tout cas si elle est informée, de constater que des objets puissent être fabriqués dans de telles conditions. Je fais un petit parallèle, un petit aparté rapide pour dire que la semaine dernière, l'OIT vient de publier un dernier rapport sur l'état du travail des enfants. Et on assiste, après 20 ans de recul du nombre d'enfants victimes du travail, on assiste à une recrudescence, à un redéveloppement du travail des enfants dans le monde, pas uniquement lié à la pandémie Covid, mais qui était antérieure. Et pour une raison simple, c'est les ressources très insuffisantes des parents, et on envoie donc des enfants travailler. Et de ce point de vue-là, pour qu'il y ait du travail des enfants, il faut aussi qu'il y ait des chaînes qui commercialisent à un moment donné des produits qui ont pu être dans la chaîne de production fabriqués par des enfants. Et lorsque des campagnes sont menées, eh bien, on peut amener des multinationales à faire machine arrière. Il y a eu des points marqués, on a eu quelques témoignages qui l'ont évoqué. Leur talon d'Achille, c'est sans doute ces multinationales, leur réputation, dès lors que l'on touche à leur image, dès lors que naturellement l'information circule, elles peuvent être contraintes, non pas de manière très volontariste, mais contraintes tout simplement à s'asseoir à la table des discussions, voire à la table des négociations. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est aussi temps de faire un bilan collectif des limites atteintes, à la fois par les déclarations, je ne vais pas toutes les évoquer,
des déclarations qui enjoignent aux multinationales de se comporter de manière plus raisonnable. Il y a des textes de l'OIT, il y a des textes de l'OCDE, il y a des résolutions dans différents sommets internationaux et des premiers cercles, G20, G7, etc. On a la démarche de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, autrement dit, qui s'engage à avoir un comportement dit responsable, mais on voit bien les limites aussi de ce genre d'exercice, notamment parce qu'il y a une condition qui n'est absolument pas remplie et que ça ne permet pas d'inverser la tendance, c'est l'absence dans de trop grand nombre de pays du droit à la liberté d'association en syndicat et du droit à la négociation collective. Je vous rappelle que ça fait partie des droits dits fondamentaux dans les normes du travail. Et si une des premières actions, je crois, au sein des multinationales, c'est de faire respecter cette liberté d'association en syndicat. Notre camarade russe en était un témoin un peu plus précis dans le combat qu'il nous relatait. Et donc, agir déjà pour le respect, le plein respect des droits et des libertés syndicales est pour moi une condition d'amener les multinationales à la fois à une prise de conscience et à créer un rapport de force susceptible de modifier leur comportement. Il est évident que par leur poids économique, les multinationales peuvent être, et sont de fait déjà aujourd'hui, plus influents que certains États. Et si on veut intervenir sur les questions environnementales, c'est l'objet de nos échanges de la semaine, à la fois sur les problématiques sociales et environnementales, ça n'est pas uniquement en demandant, même s'ils ont une responsabilité, aux États d'avoir un autre comportement, il faut inévitablement venir sur le comportement des multinationales. Et de ce point de vue-là, on pourrait considérer que l'OIT pourrait voir son mandat élargi à un contrôle de ce que continuent ou ne font pas les États, naturellement. Chaque législation est d'assise nationale, même si les principes du droit international doivent être transposés, mais de le faire de plus en plus aussi en étant plus exigeant dans le contrôle du droit et de la responsabilité sociale des multinationales sur l'ensemble des chaînes de valeur, permettant ainsi à des travailleurs à la fois d'améliorer leurs conditions, mais d'être aussi en capacité d'intervenir sur la nature des productions dont ils ont la responsabilité, la charge, et d'être force de proposition, comme ça existe dans des pays où les syndicats ont droit d'existence et peuvent intervenir et être critiques sur la manière dont on exerce des productions en étant à son tour soucieux des problématiques environnementales. Et ça, sans doute, ça a été évoqué par nos amis témoins, en amplifiant, en améliorant, en intensifiant nos réseaux de correspondance au sein des multinationales, en faisant en sorte que les syndicats présents dans les maisons mères s'intéressent et soient en relation aussi avec les sections syndicales lorsqu'elles existent et les militants dans la chaîne, l'ensemble de la chaîne de valeur de cette multinationale et à une échelle internationale. Et on s'apercevra, et on a déjà quelques exemples, que lorsqu'on met en relation l'ensemble de nos connaissances et de nos présences, eh bien nous serons en capacité d'avoir une communication qui pourrait être redoutable pour beaucoup de multinationales et aussi certains États qui peuvent se comporter en complices de leur attitude. Merci beaucoup Bernard. Effectivement, c'était tout l'enjeu de cet exercice auquel nous sommes livrés pendant ces 2 heures, hein, quasiment, déjà, d'essayer de tracer des chemins pour arriver à agir plus efficacement. Alors, il y a un sujet qui revient souvent sur la question du droit également, qui est les lois ou les actes normatifs qui peuvent être pris sur la question du devoir de vigilance. Alors, sur ce sujet en particulier, je sais qu'il y a pas mal de camarades à l'étranger qui sont souvent interpellés sur cette loi adoptée en France en 2017, qui est loin d'avoir tenu toutes ses promesses. Je crois que j'ai reçu une demande de Tristan Chevalier de la CGT pour ajouter un petit propos à ce sujet de la loi sur le devoir de vigilance et qui fait écho un petit peu à ce que vient de dire Bernard sur est-ce que le droit peut être une ressource utile. Est-ce que Tristan, tu parviens à te connecter ? Oui, normalement, tout le monde m'entend. Ok, très bien. Oui, alors donc, comme très rapidement, en fait,
comme pouvait le dire le camarade indien dans sa première intervention, finalement, en fait, le droit du travail et le droit de l'environnement, à l'origine, n'étaient pas véritablement amenés à se rencontrer. Et pour cause, on en est plus ou moins au balbutiement, quelque part, dans la pratique, dans les entreprises, pour les organisations syndicales et les représentants du personnel, on est un petit peu au balbutiement, finalement, de la rencontre de ces deux droits. Le droit du travail se préoccupait essentiellement jusqu'ici de la question écologique par un biais un petit peu détourné, donc de manière indirecte, notamment par toute la législation autour de la protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Sur la question du devoir de vigilance, là où en 2017, on a un petit peu avancé sur le sujet, même si malheureusement ça reste encore assez... comment dirais-je, assez insuffisant. Donc, on a effectivement en 2017 en France cette loi sur le devoir de vigilance qui est entrée en vigueur, qui en fait s'applique essentiellement dans les entreprises d'au moins 5000 salariés, donc on est pile dans les multinationales et leurs filiales directes ou indirectes. Ce devoir de vigilance, il met à la charge des entreprises de rédiger un plan qui est en réalité donc un plan de vigilance qui vise en fait à identifier les mesures et les risques, à identifier les atteintes à l'environnement qui peuvent être recensées dans les choix stratégiques de l'entreprise. Ce plan, nous dit la loi, normalement, il doit être élaboré en association avec toutes les parties prenantes de la société. La difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est que les représentants du personnel, donc les organisations syndicales, les camarades sur le terrain, ont, du fait de la jeunesse de cette loi, peut-être quelques difficultés à s'en emparer, mais plus encore, les multinationales et les employeurs ne veulent pas, pour la plupart, que les représentants du personnel mettent finalement leur nez et finalement, en fait, quelque part, pas un poids décisionnaire, mais aient leur mot à dire pour pointer du doigt les conséquences environnementales des choix stratégiques de l'entreprise. Raison pour laquelle, finalement, en fait, l'imprécision de la loi de 2017 ici nous pénalise, puisque qu'est-ce que sont les parties prenantes de la société? Est-ce que ça inclut les organisations syndicales? Est-ce que ça inclut les représentants du personnel? Les employeurs jouent finalement un peu sur le flou de ces termes pour ne pas inclure les organisations syndicales sur ce sujet-là. Alors, malheureusement, cette loi de 2017, si elle n'est pas respectée, si les entreprises ne prennent pas la peine d'élaborer le plan de vigilance, finalement, la sanction s'arrête essentiellement à l'engagement de la responsabilité civile des multinationales au sens du Code civil. Responsabilité civile, donc sanctions civiles, qui sont très loin des mesures contraignantes attendues qu'on pourrait attendre finalement en fait pour le non-respect de cette loi. On a cependant peut-être, et là je fais un peu de droit prospectif, on a peut-être une fenêtre de tir à l'avenir qui viendra aussi modifier la loi française, puisque le 10 mars 2021, le Parlement européen a formulé un certain nombre de recommandations par le biais d'une résolution sur finalement en fait ce qu'il aimerait avoir dans une directive européenne sur le devoir de vigilance. Là où cette directive, même si elle est d'inspiration très française, puisque sur le principe, on va, sur le principe, la Commission européenne s'inspire de la loi française de 2017. Les parlementaires européens, dans leur résolution, souhaitent qu'on aille plus loin sur plusieurs choses, notamment sur la précision des termes dans la directive. Alors je m'explique, je disais à l'instant que en France, on a des termes un petit peu flous dans la loi 2017 pour ce qui est des parties prenantes de la société, qui sont les parties prenantes de la société, et les recommandations du Parlement européen sur cette question seraient de préciser véritablement dans le texte noir sur blanc que les organisations syndicales doivent être
intégrés à l'élaboration de ce plan de vigilance dans les multinationales. Autre aspect, je le disais à l'instant également sur les sanctions, puisque… Excuse-moi Tristan. Oui, je m'aperçois qu'on dépasse de beaucoup le temps imparti et nous avions prévu une pause pour nos camarades interprètes. On a par ailleurs quelques demandes de parole depuis le chat, plus des questions. Je propose de ce fait, si ça ne t'embête pas, peut-être de réserver à un apport ultérieur ton intervention. Elle peut être fournie aussi peut-être dans les actes que nous avons prévu de produire pour essayer de gagner un petit peu de temps. Ça ne t'embête pas, Tristan? Je suis désolé. Ça marche, pas de problème. Désolé, hein. Bon, alors du coup, j'ai une demande de parole aussi d'un camarade de Russie, si vous voulez. Alors, je n'ai pas la maîtrise du micro, donc c'est forcément les camarades administrateurs de la réunion qui peuvent débrancher le micro pour ce camarade de Russie. Et j'ai par ailleurs plusieurs questions qui me remontent depuis le chat. La première, en fait, concerne Oumar, avec quelqu'un qui souhaiterait avoir des exemples des discriminations dont tu parlais, Oumar, dans le centre d'appel où tu travailles. En fait, de quelle nature sont-elles? Comment la discrimination antisyndicale se déroule et quelle forme elle peut prendre dans cette multinationale suédoise? Et puis, une question aussi pour Ivan Milir. Excusez-moi, je suis en train de la rechercher parce que j'ai beaucoup de messages qui m'arrivent. C'est pas là, voilà. Oui, tout simplement donner quelques exemples des actions que tu as évoquées en fait de lutte contre les multinationales qui ont pu être construites sur les dernières années en Russie. Voilà, pour peut-être prendre une autre question, donner la parole à ce camarade de Russie qui souhaitait la prendre. Et ensuite, donner la parole à Oumar et à Ivan pour ses réponses à ces deux questions que je viens de relayer. Si on peut débrancher le micro du camarade de Russie et essayer de se fixer peut-être comme règle d'aller au plus précis pour gagner du temps et essayer de terminer l'atelier dans, je dirais, 7-8 minutes. Alors, je ne vois pas le camarade qui… Alors, Ivan, peut-être, vas-y. Eh bien, pour ce qui est de notre méthode, d'habitude, nous essayons de consolider et d'utiliser les méthodes qui existent pour les syndicats dans n'importe quelle société, en commençant par des pétitions, des demandes, et nous allons jusqu'à des manifestations, des protestations, mais avec la pandémie, nous avons eu moins de possibilités d'organiser ce genre de manifestations. Nous avons été beaucoup plus limités du fait de la pandémie. Et sous prétexte de la COVID-19, le gouvernement a interdit aux syndicats et à d'autres organisations d'organiser des protestations publiques, même si il y a des célébrations des sociétés d'État. Donc les gens se réunissaient quand même, mais pour d'autres causes. Mais tout ce qui était syndicat n'a pas pu organiser des protestations, des manifestations pendant la pandémie. Mais nous avons donc utilisé tous les autres outils disponibles pendant la pandémie. Nous avons également commencé à élaborer du contenu, faire des veillées, des vidéos, notamment sur l'hôtel Marriott à Moscou, où les salaires des travailleurs migrants ont été suspendus. Nous avons essayé d'avoir un impact pour contrer cette situation avec cette approche particulière. Nous espérons pouvoir recommencer à organiser des protestations avec la fin de la pandémie, mais nous allons également engager un contentieux lorsque cela sera possible. Merci Ivan.
Merci Ivan pour cette réponse. Donc à la question justement des discriminations dont sont victimes les syndicalistes au Sénégal, dont tu parlais, Oumar, si tu souhaites prendre le micro. Voilà, donc je suis là, effectivement. Donc on m'a demandé un exemple parce que j'ai parlé de patrons qui étaient des dictateurs, donc on m'a demandé de fournir un exemple. Et comme je l'ai dit tantôt au niveau du chat, il est arrivé une fois lors d'une réunion de personnel que les collègues aient soulevé le problème d'augmentation des salaires. Et là, on a eu la réaction un peu surprenante de l'un de nos responsables qui était en Suède et qui se retrouve être le CEO de l'entreprise, qui disait à qui voulait l'entendre que les gens n'avaient qu'à se satisfaire de ce qu'ils avaient comme salaire, sinon ils n'ont qu'à quitter et aller voir ailleurs. Donc ça, vraiment, c'est triste et c'est désolant. En ce qui concerne les discriminations syndicales, comme je l'ai dit tantôt, depuis presque plus de 5 ans, on se bat pour la reconnaissance au niveau de notre entreprise. Donc, au tout début, bon, il y a eu élection, on a élu le bureau et moi qui vous parle, je suis le secrétaire général de notre syndicat qui est en cours de constitution. Donc, après cela, on est allé informer la direction, mais notre manager nous a clairement dit que l'entreprise ne reconnaissait pas de syndicat et que par contre, elle reconnaissait les délégués du personnel, entre parenthèses. Bon, après, on est allé vers les élections des délégués du personnel et il s'est trouvé que moi, qui suis le secrétaire général du syndicat, j'ai été le délégué le mieux élu, avec plus de 80% des voix. Donc, c'est la volonté des travailleurs qui a été encore une fois traduite. Et comme je dis jusqu'ici, on peine à avoir ce récépissé. On a reconstitué un autre bureau, on est allé au niveau de l'inspection du travail. Au fait, voilà, avec la pandémie de la COVID-19, on sait comment les démarches administratives sont et jusqu'ici, on peine à avoir notre récépissé. Et la direction aussi profite de cette occasion-là pour nous dire à chaque fois, il nous faut se récépissé, il nous faut se récépissé. Alors que, comme on l'a dit, les syndicats sont soumis au régime déclaratif. On ne peut pas nous imposer vraiment la délivrance de ce récépissé-là pour qu'on puisse exister en tant que syndicat, vu que c'est une volonté des travailleurs qui est là. On a même voulu déposer ces fameux check-off pour les cotisations syndicales, parce qu'on est affilié à une confédération. Mais même la direction a refusé de prendre ces cotisations-là. Après, on a dépêché un huissier pour qu'il puisse constater ce refus-là. Mais comme je dis jusqu'ici, le problème majeur, vraiment, c'est l'atteinte à la liberté syndicale, aux reconnaissances des syndicats en tout cas. Et bon, entre autres discriminations aussi, comme je l'ai dit tantôt lors de l'exposé, il y a, comment dirais-je, il y a un vendetta qui est là contre les responsables du syndicat. Comme je vous dis, moi-même, j'en suis victime. Et je me plais à dire aux collègues que mon casier judiciaire au niveau de l'entreprise est plein parce que j'ai été condamné à plusieurs reprises. C'est-à-dire, faute de rien, on te donne une sanction, on te menace de licenciement, on te donne des mises à pied de 4 à 8 jours. Après, on te notifie que en l'espace de 6 mois, si tu en fais une autre, comment dire, si tu commets une autre erreur, il se peut qu'on te licencie. C'est comme si on avait l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de nos têtes. À chaque fois, on peut te terrasser. Et tout cela, c'est parce qu'on a des convictions et vraiment, on a été choisi par nos collègues pour défendre leurs droits. Merci. Beaucoup. Merci, Oumar. Le temps avance très vite et de ce fait, je vais malheureusement prendre une dernière question, mais y répondre moi-même, tout simplement pour gagner un petit peu de temps, qui est une question d'un camarade de Corée
sur Total, en fait, l'action de Total en Birmanie qui continue. On sait les contrats qui lient l'entreprise à la junte au pouvoir. Et évidemment, le problème est que ces contrats ne sont pas dans le champ de vision du droit et ne peuvent pas être appelés à ce stade, y compris dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance qui pourtant est censée être active en France depuis 2017. On a eu quelques échanges pour justement pointer sa vacuité. De la même manière, Bernard Thibault le disait, du côté de l'OIT, les entreprises ne sont pas en quelque sorte sujets de droit du côté de l'OIT, elles renvoient la responsabilité vers les États. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Toute cette histoire-là. Et donc, on va terminer sur cette note-là, mais en disant que justement, parce que pour l'instant, ces multinationales font la loi, il est sans doute grand temps de faire en sorte que nous reprenions la main, si je puis dire, collectivement, avec une action coordonnée pour les faire plier quand elles s'assoient, quand elles ne souhaitent pas, quand elles ne respectent pas les droits fondamentaux et les droits environnementaux. Donc voilà, sur ce petit mot un peu précipité, je vais mettre fin à cette table ronde en vous invitant à vous connecter aux suivantes. Il y en a 2 alors, qui se déroulent en parallèle, comme souvent dans notre semaine de forum, du Forum syndical international des transitions écologiques et sociales. Donc, les 2 suivants auront lieu sur les questions de construction, si je me souviens bien, et sur la question des territoires. Donc, elles se déroulent sur le champ de la construction et sur la question des territoires. Elles se déroulent, on va dire, à partir de dans une quinzaine de minutes pour laisser le temps à nos camarades interprètes que je remercie au passage de se reposer une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes donc avant la reprise. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc à bientôt dans les luttes.